Bonjour à tous, ici Noriaki Kakyoin, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Red+. Je suis toujours en Égypte, on s'apprête à rentrer dans le manoir de Dio. On va supprimer ce monstre et sauver le monde entier. Alors, à plus tard. Buongiorno à tutti, ici Red et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de RP Doublage et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer et de discuter avec le comédien qui interprète Kakyoin de JoJo's Bizarre Adventure. Bonjour Yannick Blivet. Bonjour Red. Comment ça va ? Eh ben ça va bien, merci beaucoup. Et toi-même ? Eh ben moi ça va super, je suis très content de t'accueillir dans cette vidéo, dans ce format et du coup on est parti pour une petite interview centrée autour de toi, ta carrière et notamment ton rôle de Kakyoin. Première question, quel est ton parcours professionnel ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as fait des études pour rentrer dans le monde du doublage ? Quand est-ce que tu as commencé le doublage ? Des études précisément pour le doublage, non, parce que en fait les gens qui font du doublage sont des comédiens. Donc les études que j'ai fait, c'est des études de comédien. Donc j'ai fait effectivement beaucoup de théâtre, parce que en France principalement on commence par le théâtre. C'est un peu les gammes pour devenir comédien, même si tu veux tourner au cinéma, on passe par le théâtre. Comme les danseurs passent par la danse classique. Bon voilà, c'est donc je suis un provincial parisien d'adoption, mais donc du coup j'ai commencé, comme l'idée de devenir comédien m'a sauté dessus assez jeune, étant enfant, après avoir fait rigoler mes parents avec cette idée de devenir comédien, et à un moment, comme ça revenait quand même souvent, ils se sont dit il va quand même falloir peut-être que ils se forment, ça a l'air d'être sérieux et n'était pas du tout d'un milieu artistique, donc ils m'ont inscrit au conservatoire de région de là où j'étais, en Alsace. Et donc j'ai commencé j'ai fait 3 ans de conservatoire avant de pouvoir partir à la capitale, monter à la capitale. Et donc en fait mon parcours ça a été principalement, je fais plus rapide maintenant, c'est de passer par l'école de Niels Arestrup qui s'appelait l'école du passage, qui n'existe plus, et pour le gros de ma formation vraiment je l'ai fait chez un professeur qui s'appelait Jean Périmoni, qui est décédé maintenant. Son école existe toujours, où j'ai fait le plus gros de ma formation pendant 3 ans. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre, voilà, et j'en ai fait professionnellement aussi beaucoup, puisque j'ai commencé par le théâtre, donc j'ai fait énormément de théâtre. Je suis un tout petit peu moins présent dernièrement au théâtre, mais j'ai fait énormément de théâtre, et le doublage est arrivé à un moment où j'avais moins je commençais à travailler moins en théâtre, et j'ai profité de mon temps libre entre guillemets pour aller sur les plateaux. Donc ma formation en fait de doublage, elle s'est faite sur le tas, et vraiment j'ai tout recommencé à zéro un petit peu, puisque toute mon expérience théâtrale, un petit peu de cinéma, un petit peu d'image, finalement tu la mets derrière toi, et puis tu viens voir les directeurs de plateau qui sont là et dans les sociétés de doublage, et tu leur demandes si tu peux assister, si tu peux passer des essais. Et ça s'est fait de manière totalement démocratique, en montant petit à petit les échelons, en faisant d'abord des ambiances, des tout petits rôles, des rôles plus importants. Et c'est une aventure qui, mine de rien, dure depuis 20 ans. Je vais fêter mes 20 ans de doublage en décembre. J'ai regardé ça juste avant l'interview, en me disant, mais depuis combien de temps je fais ça ? Quand même, 20 ans, ça fait beaucoup. Hein. Ah ouais, beaucoup ça y est, hein. Ouais, ça fait un paquet de rôles aussi, je pense. Énorme, ouais, c'est pareil. Bon, j'ai pas trop l'habitude de me retourner en fait trop sur ce que je fais. C'est-à-dire que je suis dans le présent, et puis après j'attends le. Ouais, tu regardes l'avenir, quoi. Tu dis qu'est-ce que je vais faire ensuite. Et du coup, c'est le prochain projet qui m'intéresse finalement. Et j'ai un peu, alors ça peut être peut-être un défaut, mais quand j'ai fait la chose, je l'oublie en fait quelque part. Ça y est, elle est derrière moi. Donc des fois, quand on me redemande sur des rôles, des choses que j'ai faites, ou quand c'est fini, je me dis ah oui, mais comment j'ai fait ça ? Qu'est-ce que je faisais ? Ah oui, c'est ça. Je pense que je suis un peu comme les enfants, quoi. On joue avec un camarade, voilà, et puis après
on passe à autre chose, puis on rejoue avec un autre camarade. Mais ce qu'on a fait derrière, le jeu qu'on a fait, finalement, c'est ça y est, c'était important, complètement important au moment où on l'a fait. Mais après, une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, j'ai eu cette grande chance depuis 20 ans, en plus de beaucoup travailler et de faire beaucoup de rencontres très différentes. Donc oui, ça commence à faire effectivement quelques lignes au CV. Voilà. C'est clair, eh bien c'est génial. Écoute, ton parcours est super intéressant. Tu disais que tu te retournais pas vers le passé, mais on va peut-être y retourner un peu si ça te dérange pas. Quels sont les rôles, que ce soit même pas que dans le doublage, parfois le théâtre ou quoi, ou même dans des séries, je ne sais pas vraiment, qui t'ont marqué, que tu retiens encore, que tu arrives à retenir encore aujourd'hui, s'il y en a? En fait, je m'aperçois, parce que là, justement, je dis que je me retourne pas beaucoup, mais c'est à des moments comme ça, quand on me parle et qu'on me demande ce que j'ai fait, que je regarde un petit peu derrière moi. Je m'aperçois, en fait, en parlant avec toi, que j'ai été bien servi. J'ai fait beaucoup de choses très intéressantes. Okay. D'autres moins, mais donc c'est difficile de dire qu'est-ce qui m'a marqué. C'est-à-dire que sur chaque personnage, je prends du plaisir, même sur le moindre petit rôle ou jugé comme tel. Moi, je les aborde pareil. C'est-à-dire que je peux peut-être pas sur des ambiances, parce que bon, évidemment, un gars qui passe et qui dit aïe parce qu'il s'est pris une balle, bon. Voilà, c'est oui. Rapide, mais dès qu'il y a un petit rôle, une petite phrase, 2 petites phrases, 10 petites phrases, je fais le même travail. Je regarde le comédien à l'image, j'essaie de comprendre son énergie, ce qu'il a, comment il a interprété le rôle et ce qu'il apporte et comprendre ce qu'il veut apporter à l'histoire. C'est ça, comprendre les enjeux de la scène, comment il l'a porté et moi je suis obligé de me mettre totalement en empathie avec le personnage pour pouvoir rentrer dans son énergie, dans ce qu'il a voulu construire et donc je fais le même travail. Donc des rôles marquants, oui, évidemment, j'ai été très très bien servi au théâtre. Donc si tu me demandes l'ange assassin, ça te dira absolument rien, mais c'était voilà une aventure incroyable d'un personnage qui à la base était assez loin de moi, parce que c'était un prostitué masculin, voilà, qui avait tué quelqu'un. C'est ça qui est génial dans ce métier, c'est qu'on tout d'un coup on essaie de rentrer dans une psychologie et à s'intéresser à des complexités de l'espèce humaine ou même animale, hein, parce qu'il m'est arrivé de faire des animaux aussi. J'ai fait des lapins, j'ai fait des blaireaux en animé, hein, évidemment. Oui, je me doute. Voilà, en animation, j'ai fait des gros rats chez Calimero. Bon, voilà, mais finalement c'est le même travail. Des rôles marquants. Mais Kakyoin en est un, parce que c'est le premier grand rôle. J'avais déjà fait de l'animé, mais Kakyoin est par exemple le premier grand rôle principal, en tout cas qui est très très important, qu'on me confiait sur la longueur, avec des codes particuliers encore une fois de l'animé, avec des versions originales qui sont en japonais, donc une langue très 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 éloignée de la nôtre. Parce que la plupart du temps, on travaille sur de l'anglais, qui est quand même une langue plus proche que la nôtre, mais le japonais, de plus en plus, par exemple, on double des films coréens, et il faut le ramener à nos codes à nous, quoi. Donc Kakyoin fait partie des rôles importants, marquants, que j'ai pu aborder dernièrement, quoi. J'en ai plein. C'est difficile en fait comme question, parce que en privilégier certains et en éliminer d'autres, voilà, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a que j'ai oublié forcément, mais tous, je vais te faire une réponse de Normand, tous sont importants pour moi. Voilà, ils sont importants au moment où tu les fais, parce que j'en néglige aucun. C'est du moment où je suis engagé sur un projet ou que j'ai choisi un projet, je travaille pareil. Ce serait pas honnête en fait je trouve de dire oh ouais, mais celui-là, allez, il dit que 3 lignes, alors je vais le faire, mais je vais le faire comme ça.
c'est impossible. Il faut que que la personne qui regarde la version française, la VF, ait l'impression que c'est le... Ça a été fait comme ça, que ça a été fait de base en français et non Exactement. dans une autre langue, quoi. Exactement. Il faut une bonne VF, c'est ça. Moi, enfant, je ne savais pas que le doublage existait. Alors des fois c'est drôle parce que je revois des vieux films. Moi j'étais une des raisons pour laquelle je suis arrivé à ce métier, c'est les western spaghetti, les Sergio Leone qui m'ont terrifié, quoi, parce que je croyais que des gens se tiraient vraiment dessus et qu'ils mourraient vraiment, quoi. Donc moi, avec mes yeux d'enfant, je croyais que on regardait un reportage, quoi. Et on m'a expliqué que non, c'était des gens, c'était le métier. Et là j'ai dit attends, mais ces gens-là, en fait, ils se relèvent après, et bon, donc je voyais en plus après, beaucoup plus tard, j'ai compris que non seulement il y avait des gars qui faisaient semblant de se prendre des balles ou de tirer et de tuer d'autres, mais en plus ils parlaient pas français en vrai, ils parlaient une autre langue, américain. Et donc moi, avec mes yeux d'enfant, je croyais que c'était vrai, quoi. Et je pense que j'ai été marqué par ça. Voilà, je me suis un peu égaré par rapport à ça, mais c'était pour dire que le doublage il doit donner effectivement l'impression que ça a été tourné dans la langue. Et quand c'est un animé, il faut donner l'impression que non seulement c'est un vrai personnage, mais qu'en plus il parle français. Superbe, merci pour ta réponse. Écoute, c'est totalement différent de ce que j'ai pu écouter jusqu'ici. C'était super complet. Et franchement, voilà, Oui, je fais des réponses concises, hein, comme vous l'entendez. C'est toujours très court. Je suis c'est toujours oui/non mes réponses. Hein. Mais moi, je trouve que c'est très enrichissant d'entendre ça, que tu ailles plus loin que la question qui est posée. Parce que finalement, c'est vrai que maintenant, tu me fais penser qu'il y a peut-être des questions que je ne pose pas, mais qui pourraient être intéressants à fouiller à l'avenir. Donc voilà, ça enrichit ce format, ça enrichit l'interview et finalement, tout le monde est gagnant, donc merci beaucoup pour ta réponse. Mais je t'en prie. Question suivante, donc là on va rentrer plus un petit peu dans JoJo's Bizarre Adventure, vu que c'est un petit peu le programme qui est au centre de ma chaîne. Donc comment as-tu casté pour le rôle? Est-ce qu'il y avait des prérequis ou comment t'as fait? Est-ce qu'il y avait aussi d'autres personnes avec toi, vu que Vincent m'avait raconté que voilà, il y avait 4-5 personnes qui étaient venues faire des essais. Comment ça s'est passé de ton côté? Est-ce que c'était pareil? Est-ce que c'était différent? Alors, ça a été différent dans le sens où c'est la première fois que je travaille avec Alan. On s'est vraiment rencontrés enfin, c'était la première fois parce que depuis je travaille régulièrement avec lui, mais voilà, il a eu envie de me rencontrer. J'avais envie de travailler avec lui et ça s'est fait sur ce projet-là. Et donc du coup, je pense, il cherchait sans doute des nouvelles voix, d'autres personnes, et c'est passé par Bertrand Nadler qui a soufflé mon nom à son oreille, et un autre comédien, Charles Mendiant aussi, qui ont soufflé chacun à l'oreille d'Alan, et du coup je pense que il a eu envie. Et alors il a eu d'ailleurs d'autant plus envie que sur les essais je n'étais pas sur Paris, je n'étais pas disponible. Donc c'était compliqué parce que du coup j'ai pas pu passer l'essai en direct sur le personnage, et je pense qu'il a dû se battre beaucoup pour moi. Il a dû en fait donner des extraits de voix, des bandes démos, etc., tout ce que j'avais en matériel, mais on n'a pas pu faire un essai précisément sur Kakyoin. Donc c'est un peu particulier. Il a auditionné d'autres comédiens, et dans ce cas-là, je pense que je le remercie d'autant plus de ça, c'est que je pense qu'il a dû beaucoup se battre. Il ne me le dira pas, et voilà. Mais il a dû se battre d'autant plus parce que quand on n'a pas quand on n'a pas le petit extrait sur le visage du personnage, c'est sans doute plus compliqué pour les décideurs, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu particulier en fait cette rencontre. C'était une rencontre qui pour moi c'était mort, quoi. Je pensais que ça ne se ferait pas puisque j'ai pas pu passer les essais en direct, quoi. Encore une fois, je sais pas combien de fois j'ai dit merci là au micro, mais je le redis parce que je lui ai pas dit à lui en direct, à Alan,
mais je pense que voilà, je lui dois encore plus que si j'avais été présent sur les essais, parce que je pense qu'il a, il m'a pas imposé, mais il devait avoir pour lui ça devait être une évidence, je pense, sur ce personnage-là. Alors, pourquoi, ça je peux pas le dire, mais il a dû se dire que j'aurais l'énergie de ce personnage-là et le bon timbre de voix qui fait que ce personnage existe. Alors après, c'est pas à moi de juger si c'est vrai, si oui ou non il a eu tort ou raison. Voilà. Après, après nous on fait ce qu'on a à faire et les gens disposent. Et c'est notre métier et ça le sera jusqu'à la fin. C'est-à-dire que après c'est de la subjectivité, quoi. C'est comme tout objet artistique. Après, on vous propose cette version et vous l'acceptez pas. Et après, si quelqu'un a envie de me dire pourquoi il trouve que c'est moins bien, c'est pas bien, parlons-en, quoi. Y a pas de problème. Bon, après, c'est souvent sur les réseaux sociaux que ça se règle. Et les réseaux sociaux sont pas connus pour être. C'est pas un espace où on est dans quelque chose de tempéré. On est tout de suite dans du oui ou du non, du noir ou du blanc. Donc souvent, effectivement, les critiques peuvent être violentes. On peut te dire que on déteste ce que t'as fait et que c'est nul, et voilà. Ou à l'inverse, on adore ce que t'as fait. Bon, mais voilà. Nous, en tout cas, on a proposé ce travail-là. Alan m'a donc fait venir sur ce projet et après, on a beaucoup travaillé dessus et on a essayé d'être le plus honnête possible. Pour coller au maximum à la version originale dans l'esprit, étant donné que c'est impossible de coller sur des codes japonais qui sont même des codes de jeu qui sont très différents des nôtres et encore une fois une langue qui est très différente de la nôtre. Merci pour cette réponse. Donc maintenant, on va continuer avec une nouvelle question. Que penses-tu de ton personnage, donc Kakyoin ? Qu'est-ce que tu retiens de lui ? Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter ? Et aussi, comment ça s'est passé en studio ? Est-ce que tu as doublé seul, avec d'autres comédiens ? Alors, sur le personnage de Kakyoin, oui, j'ai doublé seul parce qu'on était en période Covid et les studios de doublage n'avaient pas le droit d'avoir plus de 3 personnes sur un plateau, à savoir un ingé son, le directeur de plateau et le comédien. Donc oui, j'ai doublé tout seul, malheureusement, j'ai envie de dire, et ça a été une période compliquée pour le doublage, toute cette période Covid, mais bon, on va pas se plaindre, ça a été compliqué pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est plus facile et tellement plus jouissif de travailler à plusieurs pour que ce soit encore plus vivant, pouvoir changer les textes, se répondre, voilà. Donc oui, j'ai travaillé tout seul. Comment on a travaillé sur Kakyoin ? On a la difficulté en fait de Kakyoin, c'est que quand il arrive dans l'animé, il est possédé. Donc en fait, pour le comédien que je suis, c'est-à-dire qu'on savait grâce au directeur de plateau, je savais, il m'a expliqué qu'en fait, au moment où on le prenait, il était possédé par un stand et que du coup, il était très violent, il était vulgaire même, voilà, mais que son personnage en fait, c'était pas ça. Il était, il était plus doux, plus gentil, même s'il était un peu mystérieux. Bon, voilà. Donc c'était compliqué il a fallu un temps où on a cherché pour essayer de trouver la bonne tonalité du personnage possédé pour que après, tout en imaginant comment il serait derrière, pour qu'il y ait une vraie transition aussi et une vraie différence. Donc comme on l'a fait dans l'ordre des épisodes, ça aurait été plus facile finalement de commencer Kakyoin comme il est quand il est vraiment Kakyoin, et puis après de basculer sur le Kakyoin possédé. Là on pouvait pas. Donc le travail il a été essentiellement là-dessus, et en termes d'anecdotes sur Kakyoin, oui, finalement là où on a passé le plus de temps, ça a été sur le lelo avec la cerise, parce que Alan a dit alors là attention, parce que ça c'est la référence pour les fans,
Et là, c'est vrai. On peut pas passer à côté. Donc, on a écouté, réécouté comment il le faisait. On a essayé de vraiment travailler la note à l'oreille, tout en essayant de donner quelque chose de concret pour pas que ce soit complètement abstrait. Pourquoi il fait ça à ce moment-là? Comment? Bon, voilà. Donc là, on a passé du temps, on est allé loin, et ça, voilà. En anecdote, c'est ça qui m'a le plus amusé, parce que je me suis dit, moi n'étant pas, je suis désolé, mais n'étant pas du tout dans la référence, ne connaissant pas cette série, ne connaissant pas d'ailleurs, même si j'avais déjà fait un petit peu d'animé, voilà, je suis passé dans Nicky Larson, je suis passé dans le Nicky Larson qui est ressorti au ciné, Garden of Sinners. Je n'avais pas conscience de la communauté de fans qui entourait en fait ces animés, et de voir que en fait c'était un vrai phénomène de société, par exemple. Donc j'en ai pris conscience là-dessus en fait par Alan, qui a dit attention là, on peut pas se planter. Et donc voilà, ça a été le moment un peu suspendu pour moi, parce que c'est tout d'un coup on n'est pas sur, on fait quelque chose de complètement abstrait, et on passe le plus de temps, alors que sur des phrases où les personnages se parlent, où il se passe des choses un peu intenses émotionnellement, on va plus vite, quoi. Donc c'est vraiment la chose que j'ai retenue. Et c'est assez marrant parce que j'ai vu, je suis tombé, mais bien après avoir fini le doublage, j'ai vu en fait qu'il y avait un petit montage sur internet de tous ces lélo de toutes les langues, enfin toutes, en tout cas de plein de doublages, et c'était assez marrant de voir comment selon les cultures, les gens se le sont appropriés ou pas du tout. Il y a des choses qui n'ont absolument rien à voir, que nous on a essayé de respecter. Voilà ce qu'il faisait vraiment. Et ça c'est vraiment Alan, c'est vraiment son travail, c'est qu'il a eu pendant de cesse sur toute cette série d'être vraiment, de respecter les fans, enfin le spectateur en général, mais de pas trahir, d'être le plus proche possible, tout en faisant encore une fois quelque chose qui soit français. Parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut que, oui, bien sûr, faut qu'on ait l'impression que ce soit un animé français. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, comment ça s'est passé ou pas quand tu as dû faire des cris d'attaque, par exemple Emerald Splash, qui est l'attaque un peu phare de Kakyoin, ou encore Hierophant Green, qui est le nom de son stand. Comment ça se passe? Est-ce que vraiment ça pète les cordes vocales un petit peu comme nous avait expliqué Vincent? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'était plus facile? Moi, je suis quelqu'un qui gueule tout le temps dans la vie, donc c'est jouissif, quoi. Moi, j'y suis allé, j'ai vu qu'il gueulait. Emerald Splash, allons-y, quoi. Emerald Splash en gueulant, Elephant Green. Ça me va très bien, pour une fois où j'ai le droit de crier au doublage, ça me va très bien. Après, effectivement, bah, ça fatigue la voix, hein. Donc, même si on a l'habitude de le faire, d'essayer de placer notre voix, voilà. Après, on s'abîme un peu parce que on s'oublie, quoi. Donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. Tu vas à fond, quoi. Le personnage crie, tu vas à fond. Donc pour moi, il n'y a pas eu de difficulté non là-dessus. On coupe le cerveau, il faut pas se demander pourquoi il le fait, on le fait, et puis voilà, tu vois. D'accord, merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Et du peu que tu as pu voir de l'animé JoJo's Bizarre Adventure, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu songes, après cette expérience, est-ce que tu penses regarder un jour la série, ou même regarder un petit peu, rentrer dans cette culture un peu animé, manga? Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai trouvé que tout ce qui était le graphisme, l'esthétique, les personnages, tout le visuel est vraiment super. Vraiment, je trouve que c'est, y a vraiment des détails. Je parlais des visages et du regard. C'est-à-dire que vraiment, c'est très très vivant en fait. C'est très réaliste, tout en étant dans une patte on dit animé, je sais maintenant, mais j'allais dire de dessin animé parce que c'est dessiné. Oui. Donc il y a la patte du dessinateur. C'est pas le truc fait par ordinateur qui peut être très très bien fait si on est dans Toy Story, mais des fois on est entre deux.
C'est-à-dire que tu sens qu'il n'y a pas les moyens, c'est fait sur des ordinateurs, et je trouve que ça casse l'esprit. On peut en balancer, hein. Je balance par exemple Scooby-Doo. Il y a eu plein de versions, mais ils sont pas les seuls. Quand on voit par exemple des vieux dessins animés qui avaient une patte, un esprit, même dans le dessin, et qui tout d'un coup se retrouvent avec des moyens, tu vois que c'est fait par économie, par souci d'économie. Bah, je trouve que ça casse vraiment le rêve. Et là, je trouve que c'est très réussi visuellement. Alors oui, par moments c'est super violent. Mais c'était encore une fois jouissif de dire des gros mots horribles. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas édulcoré. Donc c'est une grande force de cet animé, je trouve. C'est que c'est réaliste. On parle, et on a essayé de le faire. On essaie de parler avec un langage de maintenant, pas dire des zut et des flûtes à la place de merde. Ouais. On l'a dit vraiment. Donc voilà, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Les monstres sont drôles par moments. Je me rappelle d'une vieille mémé là. Il y a de l'humour quoi. Il y a un bon dosage de tout. Donc voilà, de ce que j'en ai vu, je trouve que c'est bien. Après je comprends pas tous les stands, les machins, les batailles, bien mais sûr. parce que je suis déjà un très vieux monsieur. Mais non, mais voilà, je n'ai pas les références, donc après, mais voilà, je n'ai pas ces références là. Alors est-ce que j'ai envie de regarder la série pour autant? Pour le coup, je suis très mauvais à ça parce que j'ai du mal à me mettre devant des séries, quelle qu'elle soit. Je le fais un peu, mais voilà, donc je peux pas me dire que je vais regarder cette série là parce que j'en ai plein que je dois regarder et que je ne regarde pas. Après j'ai regardé quelques épisodes et évidemment j'ai eu la curiosité de ça, et encore une fois je trouve que c'est très réussi, et en plus elle dure quand même depuis quelques années cette série, donc si je m'y mets, ouais, pas mal. Voilà, si je m'y mets là, faut que je prévoie, à moins de, même en bingeant la série, il faut que je me prévoie de longs mois à ne regarder que cette série-là. Donc ça va être compliqué. Voilà, non, donc encore une fois, beaucoup de plaisir à travailler dessus. Je trouve que c'est très réussi. De là, est-ce que je vais la regarder en entier? Je ne pense pas, mais j'ai eu du plaisir à regarder des épisodes pour voir le rendu, parce qu'on voit pas forcément ce qu'on fait en travail. Donc de voir en plus avec les camarades, comme je disais, comme on a doublé tout seul dans notre coin, de voir comment les voix s'accordaient et comment on se répondait, et voilà. Et un grand plaisir de m'apercevoir que par moment je parlais à Bertrand qui me répondait, alors que nous étions pas du tout croisés sur ce doublage-là. D'accord, mais merci pour la réponse. C'est extra de savoir que les gens qui travaillent sur l'animé en doublage du coup français trouvent cette série super bien réalisée. Alors c'est bizarre parce que justement j'ai vu que je crois qu'il y a une version Netflix là de Jojo. Oui. Et le graphisme est très différent de ce que nous on a fait, et je le trouve moins réussi que celui de ce Jojo là. D'accord, voilà. De cette saison 2, oui. Franchement, je peux pas te dire, mais j'ai juste vu l'image, parce que j'ai pas. Si je suis allé, j'ai regardé un petit peu, j'ai écouté, mais j'ai écouté comme ça en survolant, et par rapport à ce que nous on a fait, j'étais déçu du visuel, voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon bavardage en réponse à des questions concises. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est ce qu'on fait est complètement subjectif. Donc l'avis que je donne maintenant n'est que mon propre avis et n'est que subjectif. Et on fait métier de subjectivité. On laisse aux gens le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Et on a cette grande force qui est de regarder ou de ne pas regarder. Mais donc c'était juste une parenthèse. Pour moi, je trouve que
le graphisme de cette version qu'on a fait est beaucoup plus intéressante que celle que j'ai vue avant. Et puis quelqu'un d'autre va dire l'inverse. Et je ne dis pas que moi j'ai raison, je dis juste moi je préfère. Et c'est toujours quand je donne un avis, je dis toujours de mon point de vue, je trouve que. Voilà, mais c'est mon point de vue. Je ne sais pas si mon point de vue est le point de vue qui a raison. C'est un point de vue. Il n'y a pas de vérité dans la vie, je pense. Et c'est qu'il n'y a que des points de vue. Pour t'expliquer un peu, donc pour les gens qui nous regardent, vous avez une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques semaines déjà, qui est disponible, qui parle des différences entre l'animé et le manga JoJo's Bizarre Adventure. Et pour t'expliquer un petit peu, Yannick, en fait, tu sais, de base, c'est un manga, c'est écrit, c'est dessiné sur papier. Absolument. Du coup, l'auteur, qui s'appelle Hirohiko Araki, a beaucoup changé de style. Ça dure depuis les années 80 quand même. Et en fait, le premier style, ça s'inspirait beaucoup de Ken le Survivant. Je sais pas si tu connais. Oui, absolument. J'ai même doublé des Ken le Survivant qui n'étaient pas ressortis parce que en fait, il faut savoir que Ken le Survivant, ils ont pas doublé tous les épisodes, donc il en restait, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine qui n'avaient pas été doublés et qu'ils ont ressorti plus tard. Donc j'ai participé au Ken le Survivant. Voilà. Génial, oui, parce qu'il me semble que j'avais entendu des anecdotes comme quoi c'était jugé trop violent pour l'époque. Donc du coup les comédiens voulaient un petit peu faire leur truc à leur sauce. En fait, la production de la version française était un peu chaotique, donc à mon avis c'est peut-être pour ça qu'il manquait des épisodes. Ensuite, après ce style un petit peu Ken le Survivant, le manga a un petit peu pris le style que tu as pu voir, qui a été adapté en animé, et depuis à peu près la saison 4, il a adopté ce style un peu plus avec des figures un peu moins musclées, un petit peu plus athlétiques, comme tu as pu voir. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements. D'accord. Et l'adaptation animée, les studios japonais ont essayé de s'adapter au manga. D'accord, ils ont respecté donc le style. Ok, ça explique. Voilà, ça explique pourquoi ça change de style assez souvent, toutes les saisons. Mais c'est ça qui fait la richesse justement de cet animé. Chaque saison est différente et on dirait qu'on ne regarde pas la même histoire finalement. Alors que si, c'est totalement une histoire qui se suit. Mais voilà, c'est ça qui la rend super intéressante. Comme quoi, tu vois, quand je dis, il faut toujours parler de son avis, de son point de vue, parce que quand on n'a pas forcément les explications, on peut aussi se tromper. Parce que il manque du background, donc de même. Bien sûr. Et après, toi, ton avis n'était pas du tout. Notamment, ton avis c'est ton avis, et chacun a son goût préféré. Donc, dernière question, et après, ça sera malheureusement la fin de cette interview qui dure déjà depuis pas mal de temps. Est-ce que tu aurais quelques mots pour convaincre les gens qui nous écoutent, peut-être qui ne connaissent pas l'animé ou qui connaissent déjà l'animé en version originale en japonais, de regarder ou découvrir en version française, donc l'animé de JoJo's Bizarre Adventure? C'est-à-dire que les gens qui le regardent en VO, je vais pas essayer de les convaincre de regarder l'animé en VF, parce que s'ils le regardent en VO, c'est qu'ils ont de bonnes raisons de le regarder en VO. C'est que sans doute ça leur parle, c'est qu'ils ont découvert cette série en version originale, ils l'ont suivi en version originale, et si on leur met une version française dans les pattes, ils vont probablement, et peut-être à juste titre, la rejeter. Donc j'ai pas envie de vous dire venez écouter la VF, juste si peut-être écoutez-la par curiosité pour voir ce que des Français ont compris de l'esprit de cette série, parce que je pense que vraiment le travail, je l'ai dit, donc je le redis, le travail qu'a fait Alan en notre compagnie, ça a été vraiment un travail de grande honnêteté, d'essayer d'être le plus proche possible de l'esprit de la série, tout en le mettant à la sauce française, pour que quelqu'un qui ne connaisse pas cet animé et tombe dessus dans la version française ait l'impression que c'est une série qui a été créée en français, une création originale. Voilà. Donc je n'ai rien à dire aux amateurs de la VO. À part continuer à la regarder continuer à la regarder en VO, mais jetez un petit coup d'œil à notre travail et soyez indulgents, pensez quand même que on est français et que voilà, on le fait en français, et que ça n'aurait aucun sens
de parler comme des Japonais. Ce serait même leur manquer de respect. On parle comme des Français et on essaie de vous dire voilà, nous on a compris ça de la série et je pense que ce qu'on a gardé c'est l'âme de la série. Eh bien, merci pour ta réponse, Yannick. C'est tous les autres comédiens que j'ai pu avoir, voilà, ils ont dit aussi qu'ils ont un petit peu plus argumenté sur le fait, voilà, qu'il faut être curieux, etc. Que chacun a son avis, mais quand même plus sur le fait d'être curieux, qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. En fait, je pense que je l'ai dit beaucoup au travers des réponses longues à tes questions courtes, voilà, où j'ai fait j'ai traversé un peu, je suis parti des fois un peu plus loin que la question et je l'ai dit sans le dire. Si vous avez envie de comprendre comment on travaille, écoutez cette version et essayez de vous dire tiens, ils ont fait ça derrière, ils ont réussi à faire ça. Donc voilà, j'espère que la curiosité elle naîtra de ce que j'ai raconté avant, voilà. Eh bien, écoute, moi, c'est exactement le schéma que j'ai fait. C'est que j'ai découvert ça en VO il y a 2 ans, Jojo, et je me suis dit pourquoi pas. Au début, je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas de version française. Et après, dès que il y a eu les premiers trailers, les premiers bandes annonces de la version française, j'étais très curieux de savoir comment on allait faire parce que c'est quand même ça a l'air compliqué d'adapter Jojo en français et cette touche de curiosité mêlée à de l'excitation a fait que voilà, on se retrouve ici en interview. Je me suis retrouvé à regarder plusieurs fois, à m'écouter plusieurs fois les épisodes. Il faut de la curiosité dans la vie, sinon on est mort. Si on n'est plus curieux de rien, on est des morts vivants. On a l'impression de vivre, mais en fait, on ne vit plus. C'est nous, ça, mais de plus rien. C'est notre métier. Nous, on reste un peu des enfants, hein. Les comédiens sont des adultes qui ont refusé de grandir et qui continuent à jouer aux cow-boys et aux indiens. Et la plus grande qualité des enfants, et sans doute ce qu'on leur jalouse, c'est la curiosité, la découverte de la vie. Chaque chose qui les entoure est nouvelle, donc chaque chose est incroyable. Et nous, on oublie au fur et à mesure que tout est incroyable et on est de plus en plus blasé parce que ça devient notre quotidien et on se retourne plus dessus. Donc, cultivons la curiosité. Eh bien, écoute, l'interview va toucher à sa fin et je te remercie vraiment d'avoir répondu à mon appel. Et qu'on ait pu enregistrer, voilà, ça m'a fait très plaisir de t'accueillir ici dans cette émission. Merci de mettre en lumière notre travail de l'ombre. J'en parlais hier avec mes enfants. Je disais que nous, c'était pas, je pense que on n'avait pas effectivement cette considération du doublage. Comme je disais, moi étant enfant, je croyais que les personnages parlaient français et on faisait tout pour que ça n'existe pas en fait. Et c'était vraiment des travailleurs de l'ombre. Et la nouvelle génération, effectivement, s'intéresse à ce secteur d'activité. C'est super. Mais c'est assez récent, en fait, comme phénomène. Alors, et c'est beaucoup on le doit beaucoup, effectivement, à YouTube, aux YouTubeurs. Et alors, avec il y avait eu quand même... les gens commençaient à voir ce qu'était le doublage avec les Star Talent qu'on a commencé à mettre un peu partout et puis de plus en plus et des fois n'importe comment dans les dessins animés. Et donc on a commencé à, du coup, pour faire de la publicité autour, faire rentrer des caméras et les gens ont vu quand même comment c'était une boucle qui défilait sous un écran de cinéma ou d'une télé et les gens qui parlaient au micro. Donc il y a eu une première mise en lumière, mais c'est vraiment la jeunesse et bravo à eux et c'est super qui ont vraiment une envie et de parler de ce milieu-là, des gens qui le font, voilà. Et bravo à toi donc qui participe. Et merci, ce message fait très plaisir. Je suis très content de pouvoir discuter. C'est passionnant. C'est, comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais en tout cas, merci encore une fois d'être venu, de m'avoir répondu aussi vite. Pour la petite anecdote, on s'est appelé vraiment hier. Là, au moment d'enregistrer l'interview, on est dimanche, on s'est appelé hier. Et tu m'as dit, demain 15h, on y va. Et j'étais très étonné de voir ça aussi vite. Et tu m'as appelé en plus, j'étais dans la queue du parc Astérix. Alors, tu vois un peu. Ah oui. Tu vois. Excellent. J'avais quand même vraiment pas que ça à faire.
En tout cas, voilà. Encore merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Et cette interview touche à sa fin. Et voilà, c'était l'interview de Yannick Blivet. C'était un super épisode de RP Doublage, encore une fois. Encore merci. C'était Red+. Je vous dis à la prochaine. Arrivederci. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Red+. On a réussi à faire sortir Dio de sa tanière, et il ne résistera pas à mon Emerald Splash! Personne ne peut y résister. À la prochaine, je l'espère. Et comme tu le dis si bien, Red, arrivederci.